On dit souvent que ce qui a perdu Napoléon, c'est son ambition, et que s'il était resté comme un simple officier d'artillerie, il serait encore sur le trône. On m'a appris dès mon plus jeune âge que l'ambition pouvait faire de moi un grand homme. Je crois surtout que si vous enlevez aux hommes l'ambition qu'il y a en eux, ils tomberont alors dans l'inaction et dans la passivité. Mes ennemis furent nombreux. Ils étaient convaincus que jamais un seul homme pouvait mener la guerre à tout un continent, et que par-dessus tout, jamais ils n'imagineraient que cet homme réussirait son rêve, de conquérir l'Europe. Mes adversaires jassaient de nombreuses futilités, des mesbats si grotesques que même à côté un fou paraîtrait en meilleure santé. Leur orgueil et leur arrogance les faisaient perdre la tête. Dans la pénombre du Colisée, ils prétendaient que l'Italie ne serait jamais conquise. Dans la vallée des rois, ils disaient que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Et depuis les forêts enneigées, ils disaient que la Russie ne serait jamais domptée et que pas un seul homme français ne serait capable de rentrer dans Moscou. Ils avaient entièrement raison, ce n'est pas un seul homme mais des centaines de milliers qui pénétrèrent sur Moscou. Aboukir, Rivoli, Austerlitz, Ulm, Iéna, Friedland et Wagram. Toutes ces victoires font résonner les coups de canon, la mitraille, les baïonnettes et surtout la gloire de la France. Et sur le champ de bataille, personne n'égalait la bravoure et l'ardeur des soldats français. Dans toute l'Europe, tout le monde connaît mon nom. Ce nom provoque chez mes alliés un sentiment de gloire, de fierté, de magnificence et d'un lien fraternel indéfectible. Et pour d'autres, pour mes ennemis et pour les ennemis de la France, ce nom engendre la crainte, la terreur et la psychose. Je vais vous raconter ma vie, ma jeunesse, mon apogée, jusqu'à mon exil. Vous connaîtrez enfin la véritable histoire d'un homme qui s'est hissé jusqu'au sommet, dans la plus simple fidélité et sincérité. Je suis Napoléon. Napoléon Bonaparte, ancien empereur de l'Empire français. Je suis né le 15 août 1769 à Ajaccio, et c'est en 1768 que la Corse fut française. À un an près, j'aurais pu naître génois et non français. Et si j'étais né génois, est-ce que mon destin aurait-il changé ? J'ai ensuite fait mes études dans un collège qui accueillait les enfants de la noblesse corse, ce qui me permit pour la première fois de monter sur le continent. C'est à ce moment-là que je découvris la beauté des campagnes et des villes. J'ai dû donc évoluer dans un milieu totalement différent au mien. J'étais souvent moqué par mes camarades dû à mon français approximatif et vêtu à l'économie. Mais je suis toujours resté sûr de moi. Un jour, lorsque mon maître d'école me demanda de m'agenouiller devant lui, je lui répondis avec calme qu'un homme ne s'agenouille que devant Dieu et qu'il n'est jamais si grand qu'à genoux devant le Seigneur. J'ai ensuite intégré à 15 ans l'école militaire de Paris et suis devenu sous-lieutenant à 16 ans. Jusqu'à mes 20 ans, j'avais une vie assez ordinaire avec un avenir qui commençait à se construire. Mais en 1789, je sentais que quelque chose se tramait. Cette chose allait totalement changer l'histoire de France. C'était le début de la Révolution française. Dès les premiers mouvements, je me suis rangé aux côtés des révolutionnaires. Leurs idéaux me semblaient le meilleur pour l'avenir de la France. Étant lieutenant d'artillerie, je me suis occupé de plusieurs émeutes, mais c'est surtout lors du siège de Toulon en 1793 que ma montée au sommet commença. Mon brillant succès sur ce siège me permit d'être nommé général de brigade à seulement 24 ans. Une véritable prouesse que personne ne réussit à égaler. Le 5 octobre 1795, dit le 13 Vendémiaire en an 4, un groupe de royalistes a tenté un coup d'état contre la République pour rétablir la monarchie. Ils étaient 25 000 et nous quelques milliers. J'ai eu en charge le commandement de nos 5 000 soldats. Nous avons dû ouvrir le feu pour repousser l'ennemi et finalement il n'y a eu que 300 morts de leur côté. L'utilisation de la mitraille a permis d'anéantir tout espoir de renverser la République. Cette victoire fut un succès pour la République, mais aussi pour ma réputation qui ne cessait de grandir, ce qui m'a permis par la suite de faire de multitudes de campagnes à l'étranger. La campagne d'Italie. Ce fut ma première campagne. C'était 35 000 soldats français peu expérimentés contre 70 000 soldats autrichiens, italiens et anglais. Et pourtant, les faits et les actes accomplis par cette armée peuvent être considérés comme un miracle, un prodige, du génie militaire. Montenotte, Mondovì, Lodi, Arcole et Rivoli sont les victoires de l'armée française. Nos louanges et l'héroïsme de soldats ont été chantés de Milan jusqu'à Paris, en passant par le fameux pont d'Arcole. Cette campagne fut un franc succès pour la France, car de nombreux territoires sont devenus français. Nous avons de plus libéré les peuples italiens de leurs geôliers autrichiens, qui sont désormais devenus des républiques. La campagne d'Égypte. Cette campagne ne fut pas aussi glorieuse que celle d'Italie. Les Anglais ont toujours été un ennemi pour la France.
Occuper l'Égypte permettait donc d'accroître la suprématie française. La plus grande victoire de cette campagne fut la bataille des Pyramides qui opposa l'armée française contre les Ottomans qui, à cette époque, possédaient l'Égypte. Ce fut un véritable massacre pour les Ottomans. Mais cette victoire fut de courte durée. La flotte française fut détruite à la bataille d'Aboukir, puis une épidémie de peste affaiblit nos troupes, et la prise de Saint-Jean d'Acre fut un échec. Après mon retour en Égypte, le Directoire, qui était le gouvernement de l'époque, était impuissant à la situation. Il était dans l'incapacité à résoudre les problèmes de la France. Ce donc, après maintes réflexions, je choisis de renverser le Directoire pour instaurer le consulat. C'est donc par le coup d'état du 18 Brumaire 1799 que 3 consuls ont été nommés. Cambacérès, un républicain, Lebrun, un monarchiste, et moi-même qui suis devenu par la suite le premier consul. La réalité est qu'il y avait 3 consuls, mais il n'y avait qu'un seul qui dirigeait. J'ai pris intentionnellement un républicain et un monarchiste, pour rétablir la paix française, un souhait de réconciliation nationale. Je suis ensuite devenu empereur des Français par un plébiscite, c'est-à-dire par la décision du peuple. Et c'est en 1804 que je fus sacré empereur des Français. Je choisis de poser moi-même la couronne sur ma tête. C'est une chose que le pape n'apprécia guère. Puis arriva la campagne d'Allemagne, de Prusse et de Pologne. Et c'est sur coalition que mes ennemis s'unissaient pour pouvoir me vaincre. Mais ils n'y arrivèrent pas. La Prusse, influencée par l'Angleterre, nous avait déclaré la guerre. Mais malheureusement pour eux, en seulement 19 jours, Berlin était à nous. Ulm, Austerlitz, Jena, Friedland, mes plus belles victoires de ces 3 campagnes. À l'issue de ces victoires, l'Europe était à la France. L'empire des 134 départements, un empire comparable à celui d'Alexandre le Grand ou même celui de Gengis Khan. Ce fut notre heure de gloire. La France avait enfin la place qu'elle méritait. Au sommet. La campagne de Russie. Ce fut une énorme campagne, plus de 600 000 hommes à ma tête. La grande armée méritait clairement son nom. L'armée avança rapidement, mais ne trouva que des bâtiments en ruine et des déserts vides. Les Russes pratiquaient la terre brûlée, de détruire toutes les ressources qui pourraient servir à l'Empire français. Les Russes évitaient au mieux la confrontation. Ils savaient pertinemment que jamais ils ne pourraient nous vaincre sur terre. Ils en avaient payé le prix cher à Austerlitz. Seules quelques batailles ont réellement eu lieu, comme Smolensk ou la Moskova qui ont été des victoires françaises. La prise de Moscou ne se fit pas attendre. Cependant, la victoire fut courte. Alors qu'un armistice était signé, les Russes déclencha des incendies qui ravagea une grande partie de Moscou. Nous étions obligés de quitter la ville. Il n'y avait pas assez de toits et de ressources. Il fallait sonner la retraite. Sur le chemin du retour, nous nous sommes fait harceler par les Cosaques russes, par la maladie, une épidémie de typhus et par l'hiver russe. Puis arriva la Bérésina. Au prix de lourds sacrifices et grâce à l'héroïsme des soldats, une partie de l'armée française parvient à franchir la rivière sous la menace de l'ennemi. Ce fut la fin de la campagne de la Russie et le début d'une autre fin. Nous sommes en 1813, l'invasion de la France commença. Mes ennemis se rassemblèrent comme toujours en coalition. Ce fut la 6e coalition contre moi. Tout se joua à la bataille de Leipzig, la bataille dite des nations. L'Empire français avec les royaumes d'Italie contre toute une coalition. L'Empire russe, l'Empire d'Autriche, le royaume de Prusse, le royaume de Suède et le royaume de Saxe. Ce fut une bataille décisive pour l'avenir. Mais ils étaient trop nombreux et les Saxes nous ont trahis sur le champ de bataille. Nous avons dû donc battre en retraite et sauver une partie de l'armée. Mais ce fut une défaite. J'ai dû donc appeler les Marie-Louise, qui sont des jeunes Français volontaires pour défendre la nation. Cependant, les ennemis ne sont pas en guerre contre la France, mais contre Napoléon. Malgré les petites victoires, la population et les maréchaux en ont las de la guerre. Le Sénat vote ma déchéance. C'est la fin. Je quitte la France pour aller sur l'île d'Elbe. Et ça sera Louis XVIII qui prendra la relève de la gouvernance française. Mais ce n'était pas totalement la fin. Il me restait encore un tour à jouer. Louis XVIII était très impopulaire, et de mon île, j'ai pu beaucoup réfléchir à un plan d'évasion et comment je pourrais reprendre le pouvoir. Sans verser une seule goutte de sang, je réussis sans trop de difficulté à m'échapper de l'île d'Elbe. Mon plan était de reprendre le pouvoir. Dès mon arrivée sur le continent, tout le peuple et tous les soldats étaient enthousiastes de me voir. Une lueur d'espoir trahissait leurs regards. Je me disais qu'ils ne méritaient pas cela. Dès que Louis XVIII entendit mon arrivée, il s'enfuit directement vers le nord. Je fus redevenu l'empereur, comme avant. Mes loyaux sujets étaient là, derrière moi, prêts à me soutenir. Cette période de mon retour fut appelée les 100 jours.
Dès mon retour au pouvoir, mes ennemis se rassemblèrent encore une fois en coalition. Ce fut la 7e au total. Tout se joua sur l'unique bataille de Waterloo qui déterminerait l'enjeu de l'Empire. Un nouveau défi à réaliser. Mon armée était inférieure de moitié aux Anglais de Wellington et leurs alliés. La victoire était possible. Mais elle n'arriva pas. L'armée française fut défaite. Ce fut la fin des 100 jours. Les Anglais me déportèrent sur l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'Atlantique. Ce sera sûrement ici que je mourrai, loin de ma très chère patrie, la France.